c'est excitant. Je refais. Prochaine, deuxième. Le premier défi, c'est de réussir à jouer avec ses vitres. Parce que c'est pas facile, c'est pas naturel de jouer avec des balles qui rebondissent un peu partout. Et le gros défi au fur et à mesure, plus le niveau augmente, c'est le défi mental. Plus le niveau augmente, plus il est inévitable. On a des joueurs qui sont pas impressionnants individuellement, mais ensemble, ils arrivent à former une équipe, une très bonne équipe. Je dirais que le pourcentage du mental dans le padel, on est sur un 70-75%. Donc c'est de réussir à manipuler son cerveau pour lui donner la bonne information. Et lui dire, par exemple, au lieu de dire faut pas que je fasse de faute, il peut très bien se dire mets la balle dans le terrain. Je suis Rochelle Rochereau, coach de padel au Brest Padel sur Rennes. J'étais entraîneur de tennis. Et ensuite, je suis tombé dans l'addiction du padel. Je joue depuis 4-5 ans. Et avant ça, j'enseignais au tennis depuis une dizaine d'années. Et je jouais surtout au tennis depuis une vingtaine d'années. Alors rapidement, le padel, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport de raquette en 2 contre 2. C'est un mélange entre le tennis et le squash. Un jeu en opposition où on a un filet, on joue 2 contre 2 et puis on peut céder des éléments extérieurs, comme au squash où on peut céder des murs. Donc là, c'est des vitres, c'est des grilles. On peut céder tous les éléments pour essayer de renvoyer la balle et mettre en place des stratégies de jeu pour gêner son adversaire ou gêner ses adversaires. Ce qui m'a attiré, c'est directement la convivialité du sport. C'est le sport le plus convivial que je connaisse. Le fait de se retrouver en 2 contre 2, d'être avec ses amis, parce que c'est un jeu où on se retrouve forcément à 4, donc avec 3 autres amis. L'accessibilité, surtout, on évolue rapidement parce que justement, il y a au départ des vitres qui sont dures à gérer, mais on remarque plus que c'est ce qui favorise l'échange, il y a de plus en plus d'échanges. Et donc c'est pour ça que c'est un sport qui explose, c'est que c'est un sport qui est convivial, qui est familial aussi. On voit des mélanges de générations, des parents qui jouent avec leurs enfants, des frères et sœurs qui jouent ensemble. C'est vrai que c'est un sport qui est tellement agréable à jouer. C'est pour ça que ça explose dans toute la France, et même dans tout le monde entier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport d'équipe. Donc c'est de réussir aussi à faire en sorte que son partenaire se sente bien, faire en sorte qu'il propose son meilleur niveau de jeu. Et pour ça, il faut réussir à l'encourager, réussir à être là en soutien. Comme si on était un coach permanent pour son partenaire et comme si lui était un coach pour moi. Et le gros défi au fur et à mesure, plus le niveau augmente, c'est le défi mental. Réussir à ne pas sombrer dans la négativité, faire en sorte de se relever, d'accepter, de faire des fautes, d'accepter d'avoir des petits échecs sur certains points. Plus le niveau augmente, plus il est inévitable pour pouvoir amener ce niveau de jeu. J'ai des joueurs en tête qui sont 1500, 2000 Français, alors que ils ne le savent pas encore, mais ils valent facilement 300, 400 Français. Mais ce qui bloque, c'est mentalement. C'est cet échec qui a du mal à être encaissé. Il commence à faire une faute, 2 fautes, et il y a une frustration qui part, et ensuite on les perd complètement. À l'entraînement, dès l'échauffement, à chaque fois, de leur dire voilà, vous devez mettre une certaine intensité, vous devez mettre une certaine rigueur sur votre jeu. Je les amène par des défis qui peuvent sembler tout bêtes. Ça peut être des gages, par exemple, pour recréer cette situation de les perdants ont tel gage, tel gage, tel gage. Je vais leur mettre un surfilet pour pouvoir leur mettre un repère visuel et jouer en dessous pour faire en sorte de maintenir une rigueur de zone. Ça peut être les obliger à avoir ce qu'on appelle le punto de oro, donc le point en or. Cette capacité à dire voilà, ce point-là, c'est le point du match ou le point du set pour recréer cette situation un peu de pression. Allez, en gras du terrain, les volets, et voilà, encore. De manière à, même à l'entraînement, réussir à quand même jouer avec cette crainte de oula, ce point il est important, et de voir comment ils réagissent par rapport à ça. Il faut savoir que chaque joueur est unique et certains ont besoin de crier un bon coup, d'exprimer leur colère, mais pour ensuite mieux se régler. Donc en fonction des personnalités, il faut réussir à accepter que l'autre a ses besoins et que de temps en temps, peut-être que crier ça va lui faire du bien, alors qu'il y en a un autre, peut-être qu'à un moment donné, s'isoler va lui faire du bien. On a des joueurs qui ne sont pas impressionnants individuellement, mais ensemble, ils arrivent à former une équipe, une très bonne équipe. On voit des joueurs qui ont parfois une technicité qui est
assez limités, mais qui ont ce qu'on appelle le couteau entre les dents et qui sont capables du coup, de se battre sur tous les points, d'avoir ce vamos, cet encouragement permanent. Alors qu'à l'inverse, on a beau avoir une bonne technicité, on a beau avoir une bonne vision du jeu, le problème c'est que quand on est énervé, quand on est frustré, on est sous lucide. Et du coup, on perd cette capacité de pouvoir rebondir face à l'adversité. Je dirais que le pourcentage du mental dans le padel, on est sur un 70-75%. On va dire que c'est sur les points importants, souvent réussir à ne pas trouver de fautif, faire en sorte de maintenir ce mental de je sais, je suis capable de faire. Je trouve que tout part de la respiration, cette capacité de on pose, on ralentit, on essaie de se poser les bonnes questions, d'où l'importance du changement de côté, de se poser. Je pense que la clé, c'est de maintenir cette bienveillance permanente, réussir à passer au point d'après, ce que j'appelle le point par point, réussir à voilà, le point est terminé, que ce soit mal passé ou non. S'il est mal passé, c'est pas grave, c'est la partie en passé, maintenant on passe au prochain point, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si on accorde moins d'importance à l'échec, en fait on se retrouve à être beaucoup plus dans cette positivité et moins rentrer dans cette sphère de cercle vicieux. On est en train de se dire non, je suis nul, je suis mauvais, etc. Ça, c'est des phrases qui sont très violentes pour le cerveau. Et réussir justement à twister ça au lieu d'aller dans le négatif, se dire ok, je suis capable, je peux faire mieux, je suis meilleur, je suis fort. Ce que j'aime bien souvent dire, c'est que le subconscient ne connaît pas la négation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, j'ai une balle, si je te passe cette balle-là et que je te dis surtout, Hugo, ne la lance pas dans ma main, cette balle-là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de la lancer, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, on sait que si par exemple je me dis surtout faut pas que je fasse de double faute, mon cerveau il a juste entendu double faute. Et du coup on se dit j'ai la possibilité de faire une double. Donc c'est de réussir à manipuler son cerveau pour lui donner la bonne information. Et lui dire par exemple au lieu de dire faut pas que je fasse de faute, on peut très bien se dire mets la balle dans le terrain. La visualisation mentale j'en fais énormément. Notamment du coup pour de la confiance, réussir en fait à se voir réussir à mettre des points, à mettre des balles dans le terrain, réussir à avoir la bonne gestuelle. On est dans un cercle vertueux, on se sent bien, on ose y aller. Au final, vu qu'on ose y aller, on a des zones intéressantes. Et puis en fait, on est en confiance de plus en plus et puis le bras se libère. Je pense que les meilleurs joueurs, ils sont capables de voir leur match sur le moyen et le long terme. Je pense que c'est surtout ça. Accepter de perdre le premier set, la première manche, mais peut-être gagner la deuxième, puis gagner le match. C'est vraiment étape par étape. Tandis que certains, le fait d'avoir perdu la première manche, sont démotivés et ensuite c'est descente aux enfers. Quand on est impacté par de la colère, par de la frustration, c'est là où tout s'accélère, tout va très vite et du coup on n'arrive pas à se poser les bonnes questions pour calmer le jeu. Il y a un exemple que je trouve intéressant sur la colère, la frustration. Je donne souvent la comparaison du feu de camp. Si tu as un feu et que tu continues à l'alimenter, il maintient. Comme cette colère, cette frustration. Si tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint. Donc c'est de réussir très très vite à se rendre compte qu'on est dans ce cercle vicieux pour pouvoir commencer à remettre cette bienveillance permanente, cet encouragement et être capable de dire je suis capable de.